Merci Pierre. Donc moi alors comment on fait pour passer ça? Oui, moi je suis un petit peu le huron dans cette affaire puisque je suis économiste. Je ne suis pas du tout économiste de la santé. Et on m'a demandé de parler du concept économique de valeur de la vie humaine. Ici, le titre est un peu différent, Réflexion sur la valeur de la vie humaine. Donc, je suis économiste, sollicité sur cette question. La vie humaine a-t-elle une valeur économique? Quelle valeur donner à la vie humaine? Faut-il donner une valeur à la vie humaine dans le calcul économique? Et pour répondre à ces questions, je vais essayer de me faire philosophe, tout en partant de l'existant. Le point de départ est clair, c'est pour évaluer la rentabilité d'un certain nombre d'investissements. Les praticiens du calcul économique ont coutume d'attribuer une valeur à la vie humaine, ou plutôt aux vies humaines statistiques que les investissements à l'étude permettent de sauver. Permettent statistiquement de sauver. Alors, la procédure est assez ancienne en matière de choix routiers. Elle doit dater de l'après-guerre, en tout cas, sa systématisation. Par exemple, si vous prenez l'aménagement d'un point noir, ça contribue à améliorer la sécurité de la route. L'amélioration de la sécurité se traduit par une diminution estimée du nombre d'accidents, et en particulier du nombre d'accidents mortels. Une valeur monétaire est attribuée à chaque vie humaine sauvée, et le bilan coût-avantage met en regard donc les coûts monétaires de l'investissement, l'aménagement du point noir, et les bénéfices ou avantages, c'est-à-dire l'amélioration de sécurité, essentiellement le nombre de vies humaines sauvées, mais qui sont monétarisés. Donc le gain sécurité a comme déterminant le produit nombre de vies humaines sauvées multiplié par la valeur attribuée à la vie humaine. Alors ça, c'est des choses très connues. La direction des routes, par exemple, depuis l'après-guerre, a consigné les principes de ce calcul économique dans des circulaires, et ces circulaires font état et actualisent la valeur attribuée dans le calcul à la vie humaine. Alors aujourd'hui, plus généralement, le ministère qui gère les transports, alors le ministère qui gère les transports a un nom qui change selon l'organisation administrative. Je ne suis pas sûr d'avoir le bon dernier nom, mais il y a développement durable dedans aujourd'hui. Élabore des directives. Alors par exemple, la dernière directive est de mai 2005 et s'intitule L'instruction cadre relative aux méthodes d'évaluation économique des grandes infrastructures de transport. Et dans ces instructions cadres, vous avez une référence à toute une série de valeurs que j'appellerais tutélaires, puisqu'elles sont fixées par la puissance publique. Non seulement vous avez la valeur de la vie humaine, mais vous avez également la valeur du temps gagné, vous avez la valeur d'un blessé, vous avez la valeur du carbone, vous avez toutes ces choses, et ces choses sont utilisées. Alors je peux peut-être vous montrer ça c'est une partie de la directive à laquelle je viens de faire allusion. Ça, c'est plus ou moins bien collé, mais vous voyez que la valeur de la vie humaine à retenir dans le calcul socio-économique des projets de transport est de 1,5 million d'euros. Alors en fait, ça, c'est 66% pour un trajet routier et 100% pour un trajet transport collectif, pour tenir compte de considérations dans lesquelles je n'entrerai pas. Mais donc il y a bien une valeur affichée pour le calcul économique de la vie humaine. Il y en a même deux ici. Vous pouvez voir l'ordre de grandeur. Alors naturellement, ce calcul économique a été exporté depuis longtemps, mais évidemment, vous en savez plus que moi, en particulier je suis dans le secteur de la santé. La rentabilité d'un grand équipement, par exemple, peut s'évaluer en regard de sa performance, qui fait intervenir, entre autres, le nombre de vies sauvées, et vous pouvez multiplier ce nombre de vies sauvées par la valeur attribuée à la vie sauvée. Au lieu d'ailleurs de parler de la valeur de la vie sauvée, vous pourriez parler des années-vie. Je viendrai, on va introduire un tout petit peu de complexité dans cette appréciation de la vie humaine. Et naturellement, ce calcul, si j'en crois les discussions que j'ai eues avec Pierre-Yves Jossard, ce calcul s'est développé dans un certain nombre de pays, en particulier au Royaume-Uni, où on a un indicateur qui s'appelle le QALY, qui est le Quality Adjusted Life Year. Donc c'est l'année-vie
ajusté par la qualité, c'est-à-dire dans lequel on tient compte non seulement du fait qu'il s'agisse qu'on fait gagner une année de vie, mais qu'on tient compte également éventuellement de la qualité de cette année de vie. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ils sont des indicateurs sur lesquels cette quali a une valeur marchande ou un équivalent marchand qui est utilisé dans le calcul économique. Voilà donc l'arrière-plan. Alors maintenant, je vais me... donc de quelle logique ces pratiques de choix de projet participent-elles? Cette logique est-elle irréfutable ou au contraire choquante? La pratique est-elle inévitable ou au contraire doit-elle être bannie? Alors je vais d'abord passer quand même sur une objection assez courante, mais un peu superficielle et mal fondée. La vie humaine aurait une valeur infinie. Alors ce faisant, je ne récuse absolument pas l'impératif catégorique de l'infini respect que nous devons à la vie humaine. Mais je remarque que de ce dont on parle, c'est une valeur économique, c'est-à-dire c'est la question qui se pose, c'est combien la société est-elle prête à payer pour sauver une vie humaine, et que, naturellement, répondre l'infini n'a strictement aucun sens. La première raison, c'est que nous n'avons pas une infinité de ressources à notre disposition. On ne pourra pas mettre, même si on mettrait tout le PIB mondial pour sauver une vie humaine, on ferait mourir le reste du monde et ce ne serait pas très, très efficace. Donc il y a certainement une borne qui est inférieure à la valeur du PIB mondial. Par ailleurs, même si le seul objectif de notre société était d'accroître la longévité, c'est-à-dire de maximiser la longévité en oubliant tout le reste, il faudrait quand même nourrir les gens. Peut-être que bien les nourrir est aussi un facteur de longévité. Donc la valeur de la vie humaine est certainement limitée, c'est-à-dire au sens de la valeur que nos sociétés peuvent accorder pour sauver une vie humaine. Il y a un deuxième point qui est un point de vue individuel, qui relève de l'introspection. Au niveau individuel, eh bien, nous faisons tous les jours des choix ou des investissements qui nous conduisent à attribuer une valeur très finie à la valeur de la vie humaine. Alors, je peux faire de l'introspection. Je suis ici ce matin, et si j'accordais une valeur infinie à ma vie, je ne serais pas ici. Pourquoi? Parce que la probabilité que j'ai un accident en venant de mon domicile au Collège de France est assez faible, mais certainement beaucoup plus grande que celle que j'ai un accident restant à mon domicile. Alors évidemment, il pourrait y avoir un avion qui s'effondre sur l'immeuble, il pourrait y avoir du gaz qui explose, etc. Mais enfin, c'est probablement 2-3 heures de grandeur inférieure. Et donc, si je suis ici, c'est soit que je n'accorde pas une valeur infinie à ma vie, sinon je ne l'aurais pas fait, et si j'étais rationnel, c'est soit parce que je n'accorde pas une valeur infinie au fait d'être avec vous aujourd'hui, ce qui malgré tout est probable, malgré la grande valeur que j'accorde au fait que j'ai été invité, et je remercie encore l'organisateur. Donc, en fait, je plaisante, mais enfin, nous prenons tous les jours des risques, c'est-à-dire des probabilités des risques qui accroissent notre probabilité d'accident ou d'accident mortel pour des gratifications qui sont finies. Donc la valeur que nous accordons implicitement à notre vie dans nos choix est certainement finie. Et vous savez que Achille préférait, selon Homère, une vie aventureuse et courte à une vie calme et longue. Et en tout état de cause, la valeur que l'homme peut accorder à sa propre survie ne peut être, compte tenu de la finitude de la vie, que finie. Donc là, je me suis fait un petit peu philosophe superficiel, mais je vais malgré tout, les premiers sophismes écartés, on va essayer d'élargir le problème. Dans de nombreux domaines, les choix de nos sociétés mettent en regard des coûts et des avantages. Et pour ces coûts et ces avantages, certains ont des prix de marché. L'investissement que je dois consentir, l'investissement hospitalier, il a un prix sur un marché, quand d'autres n'en ont pas. La vie humaine, il n'y a pas de marché sur lequel on échange la vie humaine, mais c'est le cas aussi pour bien d'autres. La qualité du climat, il n'y a pas de marché, du moins de marché évident. La biodiversité, il n'y a pas de marché. Dans la catégorie des économistes, nos décisions concernent à la fois donc des biens marchands, pour lesquels le marché fournit des signaux éventuellement imparfaits de valeur ou de coût, et des biens non marchands, dont l'utilité n'est évidemment pas douteuse, mais qui ne sont pas échangés sur des marchés, donc pour lesquels on ne peut se référer à aucun prix affiché. Alors, faut-il choisir donc de marchandiser les biens non marchands? C'est au fond la procédure que je suggère ici.
Et c'est une première question à laquelle est liée inextricablement une seconde question. Si oui, comment le faire? Juste une parenthèse, à la marchandisation de la vie humaine, à laquelle je fais allusion, à une contrepartie dans la marchandisation de la nature. Par exemple, le protocole de Kyoto, qui n'est plus très vivant, mettait en place un marché mondial de permis d'émission où les pays étaient censés échanger des quotas d'émissions qui leur étaient attribués. Un pays vertueux, qui réduisait au-delà de son quota, pouvait vendre des permis à un autre dont les émissions dépensaient le quota. Il y avait donc était censé émerger, ça n'a pas très bien fonctionné, hein, c'est un prix mondial du carbone auquel on pouvait échanger du carbone sur le marché. Donc c'est un processus de marchandisation. Hein. Par exemple, en Europe aujourd'hui, il y a un marché de permis d'émission pour l'industrie, hein, qui touche à peu près la moitié des émissions de carbone en Europe et environ 10 000 installations. Et sur ce marché, il y a un prix du carbone hein, qui émerge, qui change tous les jours, qui est un peu fluctuant, qui n'est pas très stabilisé, mais c'est un fait. Alors, s'agit-il d'une marchandisation inacceptable de la nature? C'est ce que nous ont dit et continuent à dire un certain nombre d'écologistes, hein, même si les positions des écologistes sont variées. Hein, ou est-ce que c'est de la rationalité économique? Je suis plutôt dans le camp des seconds, mais je vais présenter un peu l'argumentaire de rationalité économique, mais aussi ses limites. Alors, je comprends les craintes qu'inspire la marchandisation. Au fond, elles sont l'avatar actuel de la crainte quasi religieuse qu'inspire à l'homme qu'on pourrait dire le processus de désenchantement du monde hein, qui marque l'époque moderne, depuis la Renaissance. Désenchantement du monde physique d'abord, avec le formidable développement des sciences de la nature. Désenchantement du monde social, avec la montée des sciences sociales depuis le milieu du XIXe siècle. Et la marchandisation de la nature, plus encore de la vie humaine, ne nous fait-elle pas passer de la désenchantement du monde social au stade de désenchantement du monde moral? Point d'interrogation. Alors je vais revenir à la question de façon plus terre à terre, après avoir pris un peu trop d'altitude. Est-il légitime dans le calcul économique, pour comparer par exemple deux projets routiers, d'accorder une valeur à la vie humaine? Ma première remarque, c'est qu'on peut évidemment retourner la question. Les choix qu'effectués ne conduisent-ils pas implicitement à accorder une valeur à la vie humaine? Au fond, est-ce que nos sociétés n'accordent pas des valeurs à la vie humaine, comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir? Et la réponse est oui, bien sûr, puisque dans chacun des secteurs, vous pouvez voir, en fonction vous pouvez faire des analyses qui vous indiquent, selon le type d'investissement que vous faites, quel est son coût et quels sont ses bénéfices en termes d'accroissement de la sécurité, en particulier en termes d'accroissement soit du QALY, si vous avez des choses très sophistiquées, soit du nombre de vies humaines sauvées. Et la question, évidemment, faut-il se masquer ces faits ou faut-il mieux essayer de le savoir? Quels sont les choix que nous faisons implicitement? Je vais maintenant aller un peu plus loin, c'est revenir sur quelque chose de différent, qui est la logique de l'unicité de l'indicateur que vous donnez. Valeur de la vie humaine, valeur de la Névy, la QALY, ça peut se discuter, mais il faut revenir sur pourquoi il devrait y avoir une valeur de la vie humaine qui serait la même dans tous les secteurs, toutes choses égales par ailleurs. L'argument est très simple, hein, c'est que si vous avez deux secteurs, dans un, ça vous coûte 1 000 € pour sauver une vie, je reste au niveau extrêmement simpliste où je m'intéresse à la vie de façon non spécifiée, et dans l'autre, ça vous coûte 99 000 € pour sauver une vie. Donc, si vous faites un investissement avec 100 000 €, vous sauvez 2 vies, si vous répartissez entre les deux secteurs. Mais naturellement, si j'ai 100 000 €, je peux aussi sauver 100 vies en faisant 99 000 € dans le premier secteur.
Donc, avec mes 100 000 euros, je pourrais sauver 100 vies au lieu de 2. Vous allez me dire, c'est pas bien. Il faut sauver également celui qui est dans le deuxième secteur, et là, ça coûte 99 000 euros. Donc, dans ce cas-là, il faut augmenter beaucoup le budget. Mais une fois que vous aurez augmenté le budget, vous aurez le même raisonnement. Vous aurez toujours à décider si vous le faites dans tel ou tel autre secteur. Si, dans ce monde très simple où je suis, si je veux maximiser le nombre de vies en faisant des investissements qui se répartissent entre divers secteurs, eh bien, il faut que le budget étant donné, et à un moment le budget va bien être donné, il faut que je maximiserai ma performance en donnant une valeur de la vie uniforme d'entre les secteurs. Alors ça, c'est une remarque évidemment qui souligne donc la logique de l'unicité. Alors ça, c'est une logique économique, hein, c'est une idée beaucoup plus générale des économistes. Si vous voulez avoir un système fonctionne efficacement, il faut que le système de signaux auxquels réagissent les acteurs, auxquels font face les acteurs décentralisés, soit le même. Sinon, vous avez des inefficacités. C'est le deuxième théorème de l'économie de bien-être. Ça ne veut pas dire que ça résout le problème, puisque la question est de savoir, là, par exemple, je ne dis pas à quelle valeur il faut mettre la vie humaine, mais c'est une remarque assez générale. Je vais faire à ce stade 2 parenthèses. L'indicateur de la directive transport se réfère à une valeur de la vie humaine qui est en quelque sorte indifférenciée. Donc sauver la vie d'un jeune homme de 15 ans dont l'espérance de vie sera après coup 70 ans est jugé équivalent à sauver la vie d'un vieillard de 80 ans dont la vie sera alors prolongée de quelques années. Naturellement, on peut faire une modification de l'indicateur. Au lieu de comptabiliser les vies sauvées, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a un indicateur un peu plus fin d'une certaine manière, on peut comptabiliser les années-vie. Ça ne changerait pas grand-chose pour le secteur des transports, puisque les investissements, une mort statistique dans le secteur du transport n'est que l'agrégation de morts eux-mêmes statistiques et dont l'espérance de vie statistique est celle des utilisateurs de la route. Donc il y a sauf à avoir des informations sur le fait que tel point noir est utilisé par des gens qui n'ont pas du tout le même âge que tel autre point noir, ça ne sert pas beaucoup à raisonner en termes d'années-vie. D'accord. Par contre, il en va différemment si je pense à des investissements dans le secteur hospitalier. Il y a entre un équipement et l'accroissement de longévité qu'il permet une relation qui peut être très spécifique. L'un va traiter d'une affection qui relève de la fin de la vie, tel autre va être destiné à traiter des malades qui frappent une autre classe d'âge, etc. Et donc la question vie-année-vie va conduire à des choix relativement différents, ou en tout cas un calcul économique relativement différent. Alors, deuxième parenthèse, mais c'est parce que j'ai fait allusion à la marchandisation de la nature au secteur de l'environnement. Ce que j'ai dit, l'idée que de l'indicateur qui serait unique a comme contrepartie l'idée que le prix du carbone devrait être unique. C'est Kyoto, il vaut mieux que le prix du carbone soit unique entre les pays, puisque ça permet de faire les investissements là où ils sont le moins coûteux. Je ne veux pas dire que ça ne pose pas d'autres problèmes, ça ne pose pas des problèmes de répartition des revenus ou des choses comme ça, mais donc j'ai déjà dit, en fait, c'est un message très général de la théorie économique. Alors maintenant, ayant présenté un petit peu la logique, j'ai présenté de façon volontairement schématique et simpliste, je vais essayer de dire quelles en sont les limites, tout en restant du point de vue de ce que j'appellerais la critique interne, c'est-à-dire en restant comme économiste, et en disant quelles sont les limites de cette vision des choses, limites auxquelles j'ai d'ailleurs fait allusion plusieurs fois, mais que je vais reprendre de façon un petit peu plus systématique. En fait, je vais mettre l'accent sur 3 limites. Ah oui, alors avant de mettre l'accent sur les limites, pardon, j'ai oublié de dire quelque chose de très important que j'aurais dû dire tout à l'heure, mais ça n'est pas dans le bon espace. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut quand même essayer de savoir quelles sont les valeurs implicites que l'on accorde à la vie humaine dans les choix que l'on fait. Alors, il y a une étude qui
dont la référence m'a été donnée aussi par mon collègue Pierre-Yves Joffard, qui va vous parler tout à l'heure, je m'occupe de ça, qui essaie de faire le point aux États-Unis. Donc il prend toute une série d'actions, je crois qu'il y en a 500. Et sur chacune de ces séries d'actions, il essaie de voir le coût, combien ça coûte, combien de vies humaines ça... C'est des actions de sécurité, pas essentiellement. Combien ça coûte et combien de vies humaines ça sauve, et donc quelle est la valeur implicite de la vie humaine. Et il fait un diagramme. Alors là, oublions un peu ce qui est complètement à gauche, 10, enfin, le petit... le petit rectangle noir qui est entre 10 et 10 au carré, c'est l'ensemble des actions qu'ils ont repérées dans lesquelles la valeur de la vie humaine et il suffit pour qu'elles soient rentables. Elles sont rentables dès lors que la valeur de la vie humaine est estimée entre 10 et... alors c'est de la Navy ici, entre 10 et $100. Vous voyez que la grande majorité des investissements ou des actions qui ont été étudiées, mises à l'étude, examinées dans cette étude, se situent entre 10 000 et 100 000 $ comme valeur de la vie humaine. Ça fait à peu près 35% des cas. Mais vous voyez aussi qu'il y a... la dispersion est considérable. C'est-à-dire qu'il y a des actions dans nos sociétés dans lesquelles le coût implicite, le coût de la sécurité implicite est supérieur à 1 million de $ par année vie. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y en a pas mal vers le fond, comme ça. Donc, si on en croit cette étude, mais naturellement, moi, j'ai absolument aucun moyen de me faire une opinion sur la qualité technique de cette étude. Ils envisagent ça sans truc. Il y a une dispersion absolument considérable dans nos sociétés sur l'effort que l'on fait pour sauver des vies humaines, c'est-à-dire l'effort financier que l'on fait pour sauver des vies humaines selon les secteurs. Il y a des endroits où on paie extraordinairement cher pour sauver une vie humaine statistique et des endroits où on paie assez peu cher. Alors, ça vaudra la peine de discuter ça. Alors, je vous donne par exemple un certain nombre de tableaux qui sont dans cette étude. Je vais pas les commenter, mais vous voyez qu'il y a des choses, je ne suis pas sûr que j'arrive à les lire ici, mais il y a des choses qui... il y a certaines actions dont le coût est tel que la valeur qu'il faut attribuer à la vie humaine pour les justifier est de 51 millions de $. Enfin, à la Navy pour les justifier, 51 millions de $. C'est quand même assez considérable. Alors là, vous avez par exemple des choses sur la valeur implicite liée aux actions que l'on a en prévention au niveau primaire, par exemple, là sur la gauche. On a parlé de primaire, secondaire, etc. Donc il y a tous ces chiffres. Ça mériterait d'être commenté. Je ne suis pas du tout compétent pour le faire. Je veux simplement dire que cette question a été examinée et qu'il y a du débat là-dessus. Il y a aussi au Royaume-Uni toute une série de gens qui font ces indicateurs quali qui requièrent énormément de sophistication statistique et de calcul économique. Donc ça, c'est ce que j'ai oublié de dire avant de parler des limites. Maintenant, je vais parler des limites de cette vision économique selon laquelle il devrait y avoir un indicateur, alors que ce soit la vie, la Navy, ou quelque chose de plus sophistiqué, le quali, qui servirait en quelque sorte à coordonner les choix entre les secteurs. Si vous voyez mon diagramme de tout à l'heure avec cette énorme dispersion des coûts de la vie humaine, la conclusion très claire, c'est qu'en dépensant la même chose, on pourrait sauver beaucoup plus la Navy. Si vous acceptez mon raisonnement suivant. Naturellement, maintenant, je vais quand même revenir sur les limites de ce raisonnement. C'est-à-dire, je crois qu'il y a pas mal de raisons de mettre des bémols sur les raisonnements très simples que j'ai suggérés. Alors, la première des raisons, c'est, je vais revenir avant 1798, où on a inventé la vaccination de la variole. Avant, il y avait une variante qui était par scarification, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. C'était un genre de vaccination de la variole, petite vérole, qui à l'époque était à l'origine d'un taux de mortalité extrêmement important. Mais le problème, c'est que cette opération avait un risque. Il y avait une chance sur 200 de mourir. Et donc, il y a eu une controverse entre Daniel Bernoulli,
et d'Alembert, qui date donc de 1760. Et donc voici par exemple ce que disait d'Alembert. Alors Bernoulli avait dit ça c'est très bien, hein, il faut absolument le faire. Vous avez une chance sur 200 de mourir, mais ça augmente votre espérance de vie de 4 ans. Et alors voilà la réponse de Bernoulli. Il dit, je suppose avec M. Bernoulli que le risque de mourir de l'inoculation est de 1 sur 200. Ceci posé, il semble que pour apprécier l'avantage de l'inoculation, il faut comparer non la vie moyenne de 34 ans avec inoculation. Alors, la vie moyenne de 34 ans, là, on est dans l'espérance de vie, au sens de Henri Léridon. Hein. C'est l'espérance de... Alors, je ne sais pas à quel âge on faisait l'inoculation, mais l'espérance de vie à l'inoculation est supérieure, évidemment, à 34 ans. Hein. Tout à l'heure, je la mettrai à 40 ans au-delà de l'inoculation pour le calcul que je vais faire. À la vie moyenne de 30, donc il y a 4 ans gagnés, mais le risque de 1 sur 200 auquel on s'expose de mourir en un mois par l'inoculation, et cela à un âge de 30 ans, dans la force de la santé et de la jeunesse, à l'avantage éloigné de vivre 4 ans de plus au bout de 60 ans, lorsqu'on sera beaucoup moins en état de jouir de la vie, voilà, il n'en faut pas douter, ce qui rend tant de personnes, et surtout tant de mères, peu favorables parmi nous à l'inoculation. Donc, vous voyez, les débats que j'ai introduits ne sont pas du tout récents, hein, 1760. Alors, on va refaire le calcul économique. Ici, il s'agit simplement, il n'y a pas de coût. Hein. L'inoculation ne coûte rien, du moins, c'est pas dans le débat. Hein. Le problème, c'est qu'on met des années-vie face à face. D'un côté, quel est le gain d'année-vie? Bien, puisqu'il y a si vous prenez 200 personnes, hein, il y en a un qui va... ils vont gagner chacun 4 ans. Donc ça fait 800 ans d'année-vie. Maintenant, ils ont une chance sur 200 de mourir. Hein, et donc ça veut dire, et au moment où vous êtes inoculé, votre espérance de vie, j'ai mis à 40 ans, etc. Donc d'un côté, vous avez 800 années d'année-vie, et de l'autre, 40 années d'année-vie. Donc, si vous ramenez à mon indicateur d'année-vie, le calcul économique est simple, 800 est plus grand que 40, donc vous êtes du côté de Bernoulli. C'est l'argumentaire de Bernoulli, en fait, etc. Mais ce que dit évidemment d'Alembert est intéressant, parce que c'est pas les mêmes années-vie. Dans un cas, c'est 40 années d'année-vie, il y en a une partie où vous serez jeune, et dans ces 800 années d'année-vie gagnées, c'est des années où vous serez vieux. Donc est-ce que l'année-vie en pleine santé, l'année-vie quand vous êtes moins en forme, ça va compter la même chose? C'est la préoccupation qui est derrière l'indicateur de Quality Adjust Life Year. Ici, on pourrait mettre des Quality Adjust Life Year, on pourrait dire la vie après 60 ans, etc. Et ensuite, c'est plus riche que ça, parce que dans l'argumentaire d'Alembert, hein, il montre bien qu'il y a 3 points de vue. Hein. Il y a le point de vue de celui qui décide. Hein, ici, celui qui décide, c'est la mère qui doit décider, etc. Il y a le point de vue de celui du patient, et il y a le point de vue du gouvernement. Et les 3 n'ont pas de raison d'avoir exactement le même point de vue là-dessus. Donc je voulais vous dire que par rapport à l'idée simpliste qu'il suffit de prendre l'année-vie, déjà en 1760, on était conscient que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Sans évidemment récuser, c'était le cas ni de Bernoulli ni d'Alembert, l'idée que ça c'était justifiable d'un calcul économique. Combien de temps me reste-t-il? Je peux terminer assez vite. 5 minutes, oui, d'accord, je vais etc. Alors, deuxième objection, donc ma première limite, celle qui est associée à tout ce qui vient d'être dit ici, sur lequel je ne vais pas revenir. Deuxième chose, on parle d'année-vie statistique. Mais l'exemple précédent introduit quelque chose d'un petit peu différent sur lequel je vais revenir. Il y a l'année de vie statistique et l'année de vie en situation. Quand on vous inocule le vaccin, enfin le pseudo-vaccin, l'avant-vaccin de la variole, vous n'êtes pas un individu statistique, si vous avez à dire si vous voulez ou pas. Hein. Vous êtes en situation. De même, donc je voudrais revenir là-dessus. Je crois que nos sociétés dépensent beaucoup plus, et je crois à juste raison, pour sauver une vie humaine que je pourrais appeler personnalisée, que pour sauver une vie humaine dépersonnalisée, que j'ai appelée statistique. Par exemple,
on dépensera beaucoup plus pour sauver un alpiniste en perdition dans les Grandes Jorasses que pour sauver la vie statistique de cet alpiniste qui se rend en voiture à Chamonix. Et donc, je crois que cette logique qui consiste à différencier l'assistance à la personne désignée en danger et l'assistance aux personnes statistiques n'est pas très mystérieux. Nous savons tous que nous courons des risques statistiques et nous comprenons les arbitrages qui impliquent qu'il va rester des risques statistiques résiduels, qu'on ne fait pas un investissement qui empêcherait, qui diminuerait au-delà d'un certain taux les risques statistiques. Mais la situation de l'alpiniste que l'on pourrait sauver, tenter de sauver en mettant en branle des secours exceptionnellement coûteux et qu'on abandonnerait parce que c'est trop coûteux, est particulièrement traumatisante. Nous ne souhaiterions pas vivre dans une société où l'on abandonne les alpinistes parce que le coût du secours excède la valeur de la vie humaine statistique sur laquelle il serait raisonnable de s'accorder. Alors naturellement, ça ne veut pas dire que même en ces circonstances, toute question de coût soit exclue. Par exemple, quel risque, par exemple, pour la cordée de secours? Vie humaine contre vie humaine. Donc, il y a une première chose, il y a le risque statistique et le risque en situation, ce n'est pas la même chose. Et à nouveau, je tire de mes conversations d'hier avec mon collègue un exemple assez fascinant de ça qui s'est produit en Oregon. En Oregon, on avait décidé, pour donner gratuitement les soins à une partie de la population, de le faire de façon drastique en classant les soins par leur efficacité mesurée par des indices type QALY. Et de ne faire que d'avoir cette gratuité des soins quand l'indice correspondant, donc nombre d'années-vie sauvées, enfin ajusté par la qualité de la vie, était suffisant. Et il s'est trouvé un jour que, enfin, alors qu'on discutait de ça, qu'une jeune fille qui était atteinte d'une maladie extrêmement grave, très difficile à soigner, où le coût des soins sont très élevés, avec une probabilité faible de succès, s'est trouvée sur la sellette et a eu sa photo dans les journaux. Et on a dit, avec cette méthode, on va l'abandonner. Et il y a eu toute une campagne pour qu'on revienne sur cette législation qui était en préparation. Et cette campagne a eu succès, et on a donné les soins à la jeune fille. Risque statistique contre risque en situation. Le fait que dans l'Oregon, ça ait tué le programme est quelque chose sur lequel on pourrait discuter plus longuement, mais je crois que c'est un peu un exemple. Il y a un deuxième exemple que je voudrais donner, alors c'est absolument pas limitatif, je crois qu'il y a une différence entre le risque choisi et le risque subi. Quand vous êtes passager dans votre voiture, vous avez un risque, mais c'est un risque que vous choisissez vous-même. Quand vous êtes dans l'avion, vous avez un risque, mais c'est un risque sur lequel vous n'avez absolument aucun contrôle. Le niveau de ce risque est déterminé par ce que fait le pilote, ce que font les contrôleurs, ce que font, etc. Toute une série de choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Je crois qu'il est naturel de dépenser plus pour améliorer des situations dans lesquelles il y a du risque subi que dans lesquelles il y a du risque choisi. Et naturellement, ça va un peu à l'encontre de ma première remarque sur l'alpinisme dans les Grandes Jorasses. L'alpinisme dans les Grandes Jorasses, c'est un risque choisi. Mais, alors là, il y a deux éléments. Il y a un risque choisi, mais il y a un risque en situation versus au risque statistique. Son risque statistique choisi, je dois le valoriser moins, certainement, qu'un risque statistique subi. Donc il y aurait de toute façon, donc, quand on veut réfléchir un peu plus, on voit bien que non seulement l'indicateur économique, si on veut qu'il soit pertinent, doit prendre en compte toute une série de caractéristiques de la situation à l'étude. Et que donc il faut certainement sophistiquer considérablement ce calcul relativement simpliste que j'ai indiqué ici. Alors, je crois que est-ce que j'avais encore des choses à dire? Non, je n'avais rien d'autre à dire. Simplement, je voulais dire que je me suis situé du point de vue de la critique qu'on appelle interne, c'est-à-dire je fais de la critique des méthodes économiques par les économistes, mais vous pouvez maintenant vous livrer de ce qu'on appellerait de la critique externe, c'est-à-dire de la critique des économistes.